Bonjour à tous et bienvenue sur la série En thérapeutique de l'encéphale. Alors c'est quoi en thérapeutique? Évidemment, ça fait penser à En thérapie, les psys les plus connus du PAF et de France à l'heure actuelle. Les psys d'ailleurs dont il faut redire qu'ils seront présents au congrès de l'encéphale. Carole Bouquet et Frédéric Pierrot viendront pour une sorte de session de supervision avec les psychiatres de l'encéphale. Et puis d'ici le congrès de l'encéphale, on s'est dit qu'il fallait qu'on se retrouve, il fallait que nous puissions échanger, il fallait que nous puissions transmettre. Et nous nous sommes dit que le sujet de la dépression résistante, c'était le bon sujet et ça correspond bien à ce qu'est l'encéphale. C'était un lieu de clinique et de thérapeutique. Alors c'est la première saison en fait de cette série, il y en aura d'autres à l'automne. Et l'idée en fait c'est que nous puissions organiser dans la communauté encéphale des échanges de psychopharmacologie, de thérapeutique autour de cas complexes, autour de pathologies complexes pour mieux soigner nos patients. Et c'est un peu l'idée de la revue L'Encéphale, c'est l'idée du congrès de l'Encéphale et c'est aussi le site Encéphale et maintenant la série en thérapeutique. Alors on remercie les laboratoires Janssen pour leur soutien de cette première saison et en insistant sur le fait que nous avons conçu ce programme en totale indépendance et nous parlerons d'ailleurs de thérapeutiques très variées, y compris de thérapeutiques hors AMM, en le précisant bien, parce que ce sujet de dépression résistante, il impose, on le verra bien, d'être inventif. Et puis pour commencer cette saison sur la dépression résistante, il faut qu'on ait les bases ou en tout cas des repères communs de neurosciences qui nous permettent une thérapeutique qui soit la plus adaptée possible. Et c'est le sujet de ce premier épisode. C'est d'ailleurs probablement l'épisode le plus ardu, on vous le dit tout de suite, puisqu'il s'agit de planter le décor des neurosciences avec trois axes. Premièrement, à l'échelle du cerveau, Philippe Fossati va vous parler des apports de l'imagerie cérébrale. Qu'est-ce que sont les neurosciences cognitives, au gré notamment des progrès de la neuroimagerie dans le champ de la dépression résistante. Ensuite, moi, je vous parlerai de l'infiniment petit, c'est-à-dire plutôt de la neurotransmission. Quels sont les mécanismes d'action moléculaire de nos antidépresseurs et quel est rationnel de leur utilisation et éventuellement de leur association. Et puis enfin, Cécile Petit va vous parler de l'enjeu de la neuroinflammation. On en parle beaucoup, on en parle énormément, de plus en plus, mais finalement, est-ce que ça a un impact sur la prescription? Ça sera le sujet. Donc, 3 présentations que nous allons lancer tout à l'heure. Après chaque présentation, nous pourrons répondre aux questions que vous poserez en live sur le lien qui vous a été envoyé. Et puis, au-delà de ce premier épisode, évidemment, on restera à votre disposition pour répondre à ces questions. Voilà, donc on va commencer par les neurosciences de la résistance, par le professeur Fossati, Pittier-Salpêtrière, à l'échelle de l'ensemble du cerveau. Et il va vous en parler tout de suite. Bonne saison. Bien, bonjour. Donc, je suis Philippe Fossati et j'ai le plaisir d'ouvrir la série En thérapeutique, la nouvelle série de l'encéphale. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la neuroimagerie des troubles dépressifs et voir comment la neuroimagerie peut nous aider à prendre en charge nos patients déprimés, en particulier nos patients déprimés résistants. Alors, d'emblée, je vous propose une situation clinique. Vous avez cette patiente de 78 ans, une situation clinique assez classique, qui présente une dépression résistante, non-réponse à 3 lignes de traitement, qui présente aussi des troubles exécutifs, une apathie plus qu'un ralentissement, l'examen neurologique montre des réflexes un peu vifs, une marche un peu traînante. Quel est votre diagnostic? Eh bien, en fait, quand on regarde l'IRM, on s'aperçoit qu'en fait, elle a des lésions vasculaires diffuses en corticale et en sous-corticale, qui évoque une probable démence vasculaire. Alors, ça, c'est une situation assez fréquente. Une autre situation peut-être un peu moins courante, donc là, vous avez cet homme de 44 ans, marié, 2 enfants, qui n'a pas de problème particulier, qui fonctionne, et puis qui, en fait, vous consulte pour un problème de fatigue, associé quand même à une faiblesse dans la jambe gauche, qui vous semble peut-être aussi un peu neurologique, et vous notez dans l'enfance la notion d'hydrocéphalie. Donc, vous l'envoyez au neurologue qui, en fait, fait un examen IRM et, en fait, il observe ceci. Donc, vous voyez une hydrocéphalie massive. Pratiquement, le malade n'a pratiquement plus de cortex. À noter quand même que, en fait, il fonctionnait pas trop mal eu égard à l'imagerie. Et, en fait, le diagnostic, c'était celui
d'une hydrocéphalie non communicante. Alors, ce n'est pas une situation clinique que j'ai rencontrée. En fait, c'est un cas qui a été publié par des collègues neurologues français. Bon, alors bien évidemment, dans ces deux situations, j'allais dire l'imagerie classique est facilement contributive. Elle est contributive non pas au diagnostic positif, mais à un diagnostic différentiel. Alors, quels sont les outils d'imagerie que l'on peut utiliser pour justement aller un peu plus loin que pas simplement être dans le diagnostic différentiel, mais dans le diagnostic positif, voire dans le guide au traitement. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez ici les différents types d'outils qui peuvent être utilisés, alors que la plupart, bien évidemment, sont utilisés dans le cadre de recherche, soit l'imagerie cérébrale fonctionnelle, l'imagerie cérébrale de repos, le EEG, la MEG, le métabolisme avec des marqueurs radioactifs, éventuellement des marqueurs liés aux récepteurs, et puis même la spectroscopie ou les études de diffusion qui permettent d'étudier, d'évaluer la connectivité. Alors, ces outils ont été essentiellement utilisés dans la recherche et avec l'objectif de répondre à au moins 3 questions. C'est premièrement, est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour faire un diagnostic positif de dépression résistante? Est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour guider la réponse au traitement, monitorer et prédire la réponse au traitement? Est-ce qu'on peut même utiliser ces outils pour définir de nouvelles méthodes thérapeutiques? Alors, premier élément, l'imagerie à visée diagnostique. En fait, il faut reconnaître que finalement, on est un peu déçu par ce qu'a apporté l'imagerie cérébrale. Alors certes, on va le voir avec une synthèse très rapide qu'elle a contribué quand même à mieux comprendre la physiopathologie de la dépression, mais qu'on n'arrive pas à utiliser actuellement l'imagerie cérébrale pour pouvoir faire un diagnostic positif de dépression, indépendamment de l'accès bien évidemment à ces outils, mais en fait c'est lié d'une part à la grande hétérogénéité clinique qui renvoie elle-même à une grande hétérogénéité biologique. Ça dépend également de la sensibilité et la spécificité de ces outils d'imagerie. Alors, quand même, pour faire vraiment une synthèse très rapide des données de la littérature, un élément classique, c'est le volume de l'hippocampe. Vous voyez ici, sur cette diapositive, en fait, à la fois à gauche, au niveau du diagramme, un état dépressif aigu, un état dépressif en rémission, des sujets normaux, et en fait, il s'agit là de mesures de volume de l'hippocampe à droite ou à gauche. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une réduction du volume de l'hippocampe dans la dépression, qui est moins marquée que les malades en rémission, mais qui reste inférieure au contrôle et qui pourrait permettre donc de différencier des patients déprimés de sujets contrôle. Cependant, comme vous le savez, en fait, ces données, si elles sont plus importantes chez le sujet déprimé résistant, sont en fait aussi présentes dans la schizophrénie, dans l'état de stress post-traumatique, éventuellement dans l'Alzheimer, bien évidemment, dans les démences vasculaires et même dans les troubles de personnalité borderline. Donc une non-spécificité qui ne permet pas de faire un diagnostic. Si on regarde maintenant les données d'imagerie cérébrale fonctionnelle, que ce soit par IRM ou par métabolisme, par PET, comme on le voit ici, alors en fait, je vous ai mis un vieux travail d'Hélène Mayberg, avec qui moi j'avais travaillé à l'époque, mais simplement parce que je pense qu'on n'a pas forcément été plus loin dans la compréhension physiopathologique que ce qui avait été montré dans ce travail et puis dans tous les travaux de cette équipe, à savoir qu'en fait, là, on voit à gauche une situation d'induction d'un état de tristesse. De l'autre côté, on voit ce qui se passe quand un malade sort de la dépression, donc sort de sa tristesse persistante. Et en fait, vous voyez qu'il y a une organisation, ici c'est du flux sanguin, il y a une organisation de l'activité qui est particulière, avec une augmentation d'activité dans les régions limbiques, en particulier au niveau de l'insula, de la région subgénuale, dont on dira encore quelques mots ultérieurement, puis une augmentation de l'activité dans une diminution de l'activité dans les régions du cortex dorso-latéral. Donc, une réorganisation corticale, diminution de l'activité limbique, augmentation de l'activité dans les régions émotionnelles. Alors, il y a eu des formulations
un peu plus moderne, j'allais dire, de ces anomalies de coopération cortico-limbique. Là, vous avez une formulation un peu plus récente qui est la proposition, par exemple, d'un modèle à 3 réseaux, où cette fois-ci, on ne s'intéresse pas qu'à des régions, mais à des réseaux, c'est-à-dire un ensemble de régions qui sont interconnectées, avec une dynamique de coopération intra- et inter-réseau qui est perturbée dans la dépression, entre le réseau de contrôle exécutif qui interviendrait dans les processus attentionnels, des processus de mémoire à court terme, le réseau du mode par défaut qui interviendrait dans la focalisation sur soi, l'introspection, la rumination, et puis un réseau de science qui détermine en quelque sorte les priorités et contrôle un peu la coopération entre ces deux réseaux. Eh bien, les anomalies de coopération inter-réseau produisent les différents symptômes de dépression. Alors, encore une fois, même si on a mieux compris la physiopathologie avec ces études, auxquelles on a nous-mêmes et notre équipe a elle-même contribué, il faut bien reconnaître qu'en fait, on est un peu déçu, j'allais dire, par les promesses non tenues de l'imagerie et qui ne permet pas actuellement d'utiliser ces outils avec suffisamment de confiance pour pouvoir faire un diagnostic, à l'exception des diagnostics différentiels comme évoqué au tout début de cette présentation. Alors, est-ce que les promesses de l'imagerie ont-elles été mieux tenues en ce qui concerne la question du guide et de la prédiction de la réponse au traitement? Alors, quand on dit guide au traitement, eh bien, en fait, ça peut être l'utilisation de l'imagerie comme un marqueur complémentaire, en quelque sorte, au suivi clinique classique qui utilise soit les échelles, soit vos entretiens cliniques classiques. Par exemple, vous voyez ici, dans la même étude que présentée précédemment, après 6 semaines de traitement par un antidépresseur, eh bien, vous voyez qu'en fait, le volume de l'hippocampe augmente. Alors que, il y a plein d'autres études qui le montrent, lorsqu'il y a persistance de la symptomatologie dépressive, non seulement le volume de l'hippocampe n'augmente pas, mais dans certains cas, il peut diminuer. Donc, ça pourrait être un marqueur de l'évolution, de l'évolutivité de la pathologie, et on pourrait imaginer un jour utiliser ces marqueurs, comme un peu font les diabétologues avec l'hémoglobine glyquée, pour mesurer l'évolution au-delà de l'évolution clinique. Deuxième élément dans lequel l'imagerie peut contribuer et contribue, c'est la question de la prédiction de la réponse à un traitement. Autrement dit, alors là, j'ai d'abord mis sur cette diapositive un rappel de l'étude STAR-D. Vous connaissez cette étude, je ne vais pas la redécrire, le design expérimental, mais simplement vous sensibiliser à cette colonne qui montre en fait comment le taux de rémission en fonction des différentes options du protocole induisent un taux de rémission après 12 semaines de traitement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que plus on avance dans les lignes de traitement, autrement dit, plus le malade est résistant, plus la probabilité d'obtenir une rémission est faible. Alors ça soulève en fait 2 questions. La première, c'est est-ce que ce faible taux de rémission traduit-il en fait la forme grave de cette maladie, comme en cancérologie où il y a un échappement thérapeutique, ou est-ce qu'en fait il y a une induction par les traitements de ce faible taux de rémission et de cette résistance? Bon, c'est difficile de répondre à ces questions, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'imaginer des paradigmes où on pourrait différencier non seulement la probabilité, définir non seulement la probabilité de rémission à un traitement, mais éventuellement même la probabilité d'échec à ce traitement. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait de nouveau l'équipe d'Hélène Mayberg plus récemment, en utilisant cette fois-ci toujours un PET scan et du métabolisme. En fait, elle a pris des patients déprimés qu'elle a distribués de façon aléatoire, soit dans un groupe qui recevait de la thérapie cognitivo-comportementale, qui est notée CBT, soit un groupe qui recevait de l'escitalopram. Elle a suivi ces malades pendant 12 semaines, puis elle a regardé ceux qui étaient en rémission, ceux qui étaient complètement en échec de réponse au traitement, c'est-à-dire moins de 30% d'évolution de les échelles des MADRS ou d'Hamilton,
et elle est revenue au scan de base pour regarder le patron d'activité cérébrale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour cette région bilatérale, qui est ce qu'on appelle la partie antérieure de l'insula, qui faisait partie du réseau de Science évoqué tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit en fait qu'il permet de classer les individus dans les 4 groupes potentiels, c'est-à-dire un groupe rémitteur à la CBT, un groupe rémitteur au l'escitalopram et un groupe qui est complètement en échec de traitement par escitalopram ou un groupe qui est complètement en échec de traitement par thérapie cognitive. Ainsi, par exemple, on voit que quand l'activité de l'insula est haute, en fait, ça prédit une rémission à 12 semaines à l'escitalopram, alors que lorsque l'activité de l'insula est basse, traduisant une potentialité à mieux réguler en quelque sorte par la thérapie cognitive cette région, eh bien, on a lorsque l'activité de l'insula est basse, on a une rémission complète sous CBT. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'activité est basse, on a un échec complet de l'escitalopram, et lorsqu'elle est haute, on a un échec complet du CBT. Ça veut donc dire que chez ces patients, en fait, si on avait fait au tout début de l'étude, analysé au tout début de l'étude l'imagerie, on aurait pu éviter d'exposer le malade à un traitement dont on sait qu'il va échouer et donc peut-être créer un peu ce que j'évoquais tout à l'heure ou faciliter, j'allais dire, la constitution de cette résistance. Alors bien évidemment, cette étude qui est très importante a été aussi ensuite répliquée avec des données d'imagerie fonctionnelle en IRM et en connectivité. Cette étude qui est très importante, bien évidemment, c'est un petit nombre de sujets. Il y a toute la question de la taille des échantillons et de la reproductibilité et surtout du transfert en clinique classique. Mais il n'empêche qu'on s'aperçoit qu'en termes d'imagerie, l'imagerie en termes de prédiction de la réponse au traitement est peut-être plus encourageante qu'en termes de diagnostic. Enfin, dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que l'imagerie a-t-elle contribué à définir de nouvelles méthodes thérapeutiques ? Eh bien, on a déjà un peu évoqué cette région. Vous voyez ici, dans cette diapositive, en fait, l'importance d'une région qui est soulignée à la fois pour les répondeurs au SSRI, pour les répondeurs à la TMS, dans le cadre de l'induction de tâches de mémoire autobiographique, de déplétion à la tryptophane, même des répondeurs au placebo. Vous voyez cette région qu'on appelle le cortex subgénual, hein, qui s'appelle maintenant l'ER25, hein, donc qui est la partie la plus ventrale du cortex limbique singulaire antérieur. Eh bien, cette région, en fait, dont tout le monde ignorait l'existence et donc on ne connaît même pas bien la signification et le rôle fonctionnel. Nous, on a travaillé sur cette région avec son rôle dans la sensibilité aux signaux sociaux négatifs, à l'exclusion sociale. Il n'empêche que cette région, on voit qu'elle joue un rôle clé dans la physiopathologie de la dépression. Ici, vous avez, et en particulier la physiopathologie de la dépression résistante, vous voyez ici le pattern d'activité cérébrale toujours en PET scan chez des patients qui ont un échec à des traitements multiples par antidépresseurs, donc c'est typiquement nos malades déprimés résistants, mais vous voyez qu'en fait, ces malades, en quelque sorte, sont piégés dans un réseau limbique sans aucune connectivité au cortical, alors que les patients qui étaient sensibles à la paroxétine ou sensibles à la CBT avaient des connexions avec le cortex. Ici, vous voyez que les malades sont complètement, en quelque sorte, sous-corticales et se caractérisent par une hyperactivité de ces régions et en particulier du subgénual 25. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, vous avez entendu parler de ça, mais c'est grâce en fait à ces travaux d'imagerie qu'a pu être définie une cible thérapeutique nouvelle, c'est-à-dire d'aller mettre des électrodes dans cette région. Alors bien évidemment, on connaissait déjà un peu ça par les lésions neurochirurgicales, mais la stimulation cérébrale profonde de la région subgénuale est vraiment un produit, j'allais dire, de l'imagerie cérébrale et des données d'imagerie cérébrale. Alors bien évidemment, on a affaire là, peut-être 200 patients, peut-être un peu plus, ont été opérés dans le monde. Alors il n'y a pas que cette cible-là qui peut être utilisée dans les dépressions les plus réfractaires, hein, mais en tout cas cette cible est vraiment une cible qui, j'allais dire, découle des données d'imagerie cérébrale et en particulier des données de PET ou d'IRM fonctionnel. Alors,
dernier point que je voulais voir avec vous, justement, on retrouve notre région subgénuale qui est utilisée maintenant dans le cadre d'essayer de prédire la réponse à la TMS. Et donc, dans cette étude, par exemple, il a été montré, alors je ne rentre pas dans les détails, mais simplement, le point qui est important, c'est qu'à la fois, ils ont pu définir la cible de TMS à partir des données de connectivité entre cette région subgénuale et les parties du cortex dorsolatéral. Cortex dorsolatéral, dont vous savez en fait qu'il est la cible classique à droite ou à gauche de la stimulation par RTMS. Et bien en fait, lorsqu'on stimule la région du cortex dorsolatéral qui est la plus anticorrélée ou corrélée négativement au subgénual, eh bien on a une meilleure réponse thérapeutique à la RTMS. Et que ce soit une cible définie sur un groupe de sujets, là c'était dans l'étude, ou que ce soit une cible définie à l'échelle individuelle. Alors ça avait été fait en post-hoc, c'est-à-dire ils avaient fait le traitement, ils avaient regardé un peu, et là en fait dans un papier plus récent qui est sorti en 2020 par l'équipe de Stanford, ils avaient à l'échelle individuelle pris des malades déprimés résistants, au moins 2 antidépresseurs, non-réponse à 2 antidépresseurs, ils ont fait un paradigme de stimulation par RTMS qui est de la Theta Burst, qui donne plus de 1800 pulses par jour, et en faisant 10 séances par jour, brèves. Et en fait, ils ont défini le site de stimulation à partir de ces données fonctionnelles et ils obtiennent près de 80 à 90% de rémission dans ce groupe de malades. Donc, montrant bien l'intérêt de ce type d'approche. Alors, je vais conclure en fait cette présentation. Comme évoqué, la neuroimagerie peut être utile pour le diagnostic différentiel, même si elle est moins contributive pour le diagnostic positif, mais ça veut dire aussi que je pense qu'il y a une bonne pratique dans le cadre des dépressions résistantes d'avoir au moins une imagerie, et on a tous des histoires de chasse où on trouve un peu comme les tableaux cliniques que je vous ai présentés en introduction. Qu'on a vu que l'imagerie cérébrale pouvait aider au choix des traitements, ça commence à se mettre en application dans le cadre de la RTMS. Et il faut d'ailleurs préciser que même le choix au départ de la stimulation dorsolatérale provient d'études d'imagerie, qu'on a vu que dans des formes extrêmes, eh bien en fait c'est grâce à l'imagerie qu'a été définie des nouvelles cibles de stimulation cérébrale profonde. Et puis on peut espérer qu'avec le développement du traitement des images, en particulier grâce au machine learning, eh bien on puisse avoir un traitement facilité et une translation, j'allais dire, de ces données d'imagerie, en particulier des données d'imagerie structurale et ou fonctionnelle, dans la pratique clinique. Alors, peut-être en combinaison avec d'autres types de marqueurs qui seront peut-être discutés dans le cadre de cette première saison de la série en thérapeutique. Voilà, et donc je suis prêt. Bien évidemment, j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, on va pouvoir échanger quelques minutes, brièvement, autour de ta présentation. Parmi les questions posées, en fait, il y a des questions qui vont directement vers l'exercice clinique. Finalement, tu nous as montré l'impact de l'imagerie dans la compréhension de la dépression, y compris ses déterminants de la dépression résistante. Mais un certain nombre de questions portent sur la pratique quotidienne, notamment quand est-ce qu'on fait en fait une imagerie cérébrale chez un patient déprimé résistant, à partir de quel moment on fait une imagerie, ou bien encore, est-ce que cette imagerie, telle qu'on l'a fait, telle qu'on l'a prescrit à l'hôpital, en ville, elle peut avoir un effet sur la prescription? Oui, merci, bonjour à tous. J'ai bien vu les questions. Alors, bon, bien évidemment, il y a les problèmes d'accessibilité à cette imagerie, mais je pense quand même qu'il n'est pas légitime, à mon sens, de faire une imagerie type IRM ou même un scanner cérébral lors d'une première ligne de traitement. Je pense que dès qu'on est au niveau, j'allais dire, le plus minimal de résistance, c'est-à-dire au moins deux lignes de traitement antidépresseurs, souvent c'est des médicaments bien conduits, je pense qu'il est légitime de faire une IRM. Encore une fois, comme je l'ai souligné pendant cette présentation, on n'arrivera pas forcément à guider le choix de la molécule. Il y a une de ces questions concernant cet aspect-là.
on n'arrivera pas à guider le choix de la molécule, mais ça peut nous permettre d'avoir un peu, de voir par exemple ces éléments, si on a ces hypersignaux qui laissent penser que peut-être, soit on a à faire une autre pathologie, soit on aura du mal à moduler par les antidépresseurs ces voies qui sont peut-être un peu lésées, et donc peut-être mettre en place d'autres thérapeutiques alternatives, par exemple la TMS, la stimulation cognitive ou autre chose. Maintenant, il y a une question concernant le volume de l'hippocampe, et je crois que c'était une question dans le quiz aussi. En fait, classiquement, on dit que la réduction du volume de l'hippocampe est entre 8 et 20% dans la dépression. Et ce qui est intéressant, parce que 20% correspond au seuil qu'on observe, par exemple pour le MCI, c'est-à-dire au-delà de 20%, on commence à voir les anomalies de l'hippocampe, les classifications Shelton, etc., à l'IRM classique. Et donc, ça veut dire que pour nos malades déprimés, quand on fait une IRM actuellement, on ne peut pas voir une réduction de volume de l'hippocampe, sauf si elle est plus importante. Mais si elle est plus importante, à ce moment-là, il faut évoquer la possibilité d'une pathologie type dégénérative ou autre. Et c'est pour ça que j'ai évoqué en fin de ma présentation la nécessité peut-être un jour d'avoir des algorithmes de traitement de ces images, une segmentation automatique de ces images. Une autre question, peut-être, Raphaël, c'était la question sur les neurotransmetteurs. Alors oui, on peut voir les neurotransmetteurs, mais à ce moment-là, il faut utiliser des radioligands marqués qui permettent de mesurer la fixation, qui dopaminergique, qui sur les récepteurs 5-HT2A, 5-HT2, 5-HT1A, etc. Mais là, donc, on est vraiment dans l'imagerie de recherche et un peu plus invasive puisqu'on expose le malade à des produits radioactifs. En fait, ce que tu nous dis, Philippe, c'est que l'imagerie cérébrale elle permet de mieux comprendre la physiopathologie de la dépression. Et donc, c'est vraiment les enjeux de compréhension de cette maladie, ce qui aura un jour un effet pour nos patients. Et à l'échelle de la pratique individuelle, clinique, quotidienne, c'est un intérêt essentiellement pour le diagnostic différentiel. Et ça, il faut redire que la clinique est reine, c'est-à-dire que les symptômes neurologiques associés, la mauvaise tolérance neurologique de nos traitements, notamment antidépresseurs, la résistance à nos thérapeutiques usuelles, tout ça, c'est des éléments qui doivent orienter vers la recherche d'un diagnostic différentiel. Pour lequel l'imagerie cérébrale pourra être utile. Je propose qu'on passe à la suite. Vous êtes un peu plus de 250 inscrits là, à ce premier épisode, ce qui est énorme. Et je rappelle que ce premier épisode est un épisode ardu, puisque c'est un épisode de neurosciences. Et donc là, on a parlé de l'infiniment grand, la taille du cerveau, et on va parler de l'infiniment petit, c'est-à-dire l'implication des systèmes monoaminergiques dans la physiopathologie de la dépression, notamment résistante. On continue donc. Bonjour à tous. Philippe Fossati vous a parlé des apports de l'imagerie cérébrale, notamment l'imagerie cérébrale fonctionnelle, pour mieux comprendre la physiopathologie de la dépression et guider notre prescription. Et moi, je vais vous parler de l'infiniment petit, c'est-à-dire de la façon dont les neurones communiquent entre eux, les neurotransmetteurs et les implications pour notre prescription dans la dépression résistante. Alors, mes liens d'intérêt, tout d'abord, qui sont divers ou nombreux. Le principal, c'est probablement que je vais vous parler du cerveau et que je vais utiliser mon cerveau pour ça, ce qui en soi est un véritable conflit d'intérêts. Vous parlez de la psychopharmacologie de la dépression en moins de 20 minutes. À vrai dire, c'est comme regarder l'intégrale de Benny Hill en 20 minutes et il faudra beaucoup d'accélérer, y compris pour Benny Hill. Et puis, c'est un peu comme prétendre marcher sur l'eau. Donc, évidemment, c'est un survol. Nous ferons ce que nous pouvons pour rendre intelligible cette question de la psychopharmacologie dans ce champ de la dépression résistante. Notre pharmacopée, vous le savez, elle est très variée, elle est très diverse. Nous disposons de très nombreuses molécules. Je ne vais pas toutes les reprendre. Vous connaissez les grandes classes, les classes chimiques, donc tricycliques, IMAO, ISRS, IRSNA, et puis les molécules non classées ailleurs, donc les molécules diverses. Certes, beaucoup de molécules, mais comment ça fonctionne? Eh bien, finalement, on pourrait résumer les choses ainsi. Toutes ces molécules finissent par augmenter la neurogénèse. La neurogénèse, c'est une voie finale commune de l'effet antidépresseur, celui de nos molécules antidépresseurs, celui aussi de tout ce qui a un effet antidépresseur. L'électroconvulsivothérapie, par exemple, c'est l'exemple type d'effet sur la neurogénèse, mais aussi la pratique sportive, dont on sait qu'elle a des effets antidépresseurs. Alors, voie finale commune, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe en amont. Et regarder ce qui se passe en amont, ça doit être guidé par
par nos intuitions. Stéphane Mouchabak vous parlera des pièges de nos intuitions, de nos biais, mais il faut aussi savoir les suivre, il faut savoir apprécier la forme et ne pas résumer les choses à cette belle, certes, formule mathématique. Comment est-ce qu'on choisit nos traitements ? Bien, la vérité est multiple parce qu'il va falloir combiner 3 types d'informations. Evidence-based medicine, c'est-à-dire l'expérience des autres qui nous profite et qui est caractérisée comme de qualité dans des revues de bonne qualité, suivant des protocoles de bonne qualité, l'effet neurobiologie, parce qu'il faut comprendre quel est le mécanisme d'action de nos molécules, et l'effet psycho-comportemental, c'est-à-dire quel est le type d'effet psycho-comportemental des molécules que nous utilisons. Eh bien, ces 3 types d'informations, elles ne sont pas toujours complémentaires. Ça veut dire que l'une ne résume pas les 3 et qu'il va falloir raisonner à partir des 3. Et même dans certains cas, elles ne sont pas compatibles, c'est-à-dire même qu'elles semblent s'opposer sous la forme d'une sorte de contradiction entre 2 de ces types d'informations. Nous prendrons des exemples un peu plus loin. Alors, l'épisode dépressif majeur ou l'épisode dépressif caractérisé selon le DSM-5, évidemment, vous connaissez ça parfaitement. J'attire votre attention juste sur 2 points essentiellement. Dans les 2 grands piliers, la tristesse de l'humeur, ou plutôt la qualité particulière de cette tristesse douloureuse de l'humeur. J'ai l'habitude de dire que si nos patients savaient être tristes, ils ne seraient pas déprimés, et de fait, un chanteur de fado n'est pas un patient déprimé. Donc, c'est une qualité particulière de cette tristesse. Et puis, l'autre grand pilier, qui est l'apathie, la perte de plaisir, qu'on a un peu mis de côté ces dernières décennies, notamment, j'y reviendrai, du fait du tout sérotonine. Ensuite, dans les items secondaires, les troubles des fonctions instinctuelles, le ralentissement, l'accélération, le risque suicidaire, les idées de culpabilité dans la dépression d'intensité sévère à caractéristique mélancolique. Et puis, probablement 2 éléments dont on parle de plus en plus, j'y reviendrai, la fatigue, peut-être la maladie de notre époque, et ça nous permet aussi de relire Pierre Janet, et puis les fonctions exécutives, la première plainte probablement de nos patients, c'est celle de ne pas y arriver, de ne pas arriver à se concentrer, que ça n'imprime pas, c'est-à-dire ce champ de la cognition. Que sont les monoamines en l'occurrence ? Eh bien, commençons en haut à droite par la sérotonine. Ça agit sur quoi la sérotonine ? C'est engagé dans quoi ? C'est engagé dans l'anxiété, dans les fonctions instinctuelles, sexualité, sommeil, appétit, et dans l'impulsivité, avec beaucoup de travaux aussi caractérisant l'implication de la sérotonine dans l'impulsivité. En haut à gauche, la noradrénaline, c'est l'énergisation du comportement, et le comportement, c'est aussi la cognition, pas uniquement le comportement moteur. Pour nous, psychiatres, c'est évidemment essentiel de s'intéresser au contenu de pensée, aux états mentaux, donc à la cognition. Et puis en bas, la motivation pour la dopamine, c'est-à-dire dès l'initiation du comportement, ce qui va nous amener à nous mouvoir et à penser dans un certain sens, et qui peut s'incarner, vous le savez évidemment, typiquement dans la maladie de Parkinson sous la forme du ralentissement, et puis aussi le plaisir que nous avons aux choses, et qui évidemment en soi moteur pour initier un comportement. Eh bien, l'humeur, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se trouve à la conjonction de ces 3 monoamines, avec un phénotype qui sera plutôt du côté sérotonine, plutôt du côté noradrénaline, plutôt du côté dopamine. Et il nous faut apprendre à discriminer les épisodes dépressifs, notamment résistants, au gré de ces caractéristiques phénotypiques. Alors, le problème, et ça sera un vrai problème, c'est que nous avons été sous le régime du tout sérotonine. Nous avons été sous le régime de la Prozac Nation, faire les antidépresseurs de plus en plus sérotoninergiques et uniquement sérotoninergiques, avec un gain, une meilleure tolérance, mais un inconvénient, c'est que nous avons cessé d'agir sur les autres systèmes de neurotransmission. Comment ça agit un antidépresseur sérotoninergique ? Alors, vous voyez sur ce neurone le transporteur de la sérotonine, le CERT, le ISRS, donc notre antidépresseur qui vient le bloquer. Puisqu'il le bloque, eh bien, vous avez de la sérotonine qui n'est pas recaptée et qui va agir sur les autorécepteurs, notamment les autorécepteurs 5-HT1A. Ces autorécepteurs vont se désensibiliser, ça prend du temps. À partir de ce moment-là, le neurone va augmenter sa cadence, son activité. Il va sécréter davantage de sérotonine. Cette sérotonine est dans la fente synaptique. Elle ne peut pas être captée puisque les CERT, c'est-à-dire les transporteurs de la sérotonine, sont bloqués par notre ISRS. Et donc, cette sérotonine va agir sur les récepteurs post-synaptiques.
Et toute cette dynamique de désensibilisation des autorécepteurs, c'est ce qui expliquerait le délai d'action de nos antidépresseurs, mais aussi potentiellement la résistance à nos antidépresseurs sérotoninergiques, parce que si cette désensibilisation est insuffisante, alors la sécrétion de sérotonine est insuffisante. Et puis, il ne faut pas se contenter de penser que les ISRS sont les ISRS, point barre. Il ne faut pas se fier aux apparences, aux effets de classe, il faut y regarder de plus près. Il faut toujours y regarder de plus près en psychiatrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ISRS ont des propriétés spécifiques. La fluoxétine, par exemple, a un effet anti-5-HT2C et de ce fait, des effets noradrénergiques et dopaminergiques. La sertraline a un effet sur le transporteur de la dopamine et de ce fait, des effets dopaminergiques. Et on y viendra tout à l'heure, on verra que ces deux molécules ont un phénotype parmi les molécules ISRS un peu plus psychostimulant. La paroxétine, de l'autre côté, est une molécule qui a des effets noradrénergiques via le transporteur de la noradrénaline. C'est d'ailleurs presque un IRSNA, la paroxétine. Et puis aussi sur la transmission cholinergique, sur les récepteurs muscariniques. Et on va le voir, c'est ce qui explique notamment ces effets anxiolytiques et ce qui explique aussi la difficulté à arrêter la paroxétine, puisque l'arrêt est associé à un rebond cholinergique. C'est une molécule, vous le savez, difficile à arrêter. Et puis le citalopram, qui est vraiment le plus pur des SSRI, qui pour le coup, lui, n'a que cet effet ISRS, c'est-à-dire son effet de blocage du transporteur de la sérotonine. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, du point de vue sérotonine versus noradrénaline? Il faudrait faire le même axe avec sérotonine, dopamine, noradrénaline, dopamine, mais commençons par sérotonine, noradrénaline. Eh bien, vous avez en haut ce qui est le plus sérotoninergique, en bas ce qui est le plus noradrénergique. Vous voyez que le citalopram est le plus sérotoninergique, le plus purement sérotoninergique. On a dit parfois que c'était le S-citalopram, mais ceux qui ont connu l'arrivée du S-citalopram et le passage du citalopram au S-citalopram ont vu qu'il est un petit peu plus stimulant. Et de fait, il y a quelques effets noradrénergie. Puis la sertraline, la paroxétine, la venlafaxine, quand elle est utilisée à dose le plus courante et inférieure à 150, qui est en fait quasiment un ISRS. Puis arriver aux molécules dites équilibrées, la duloxétine et la clomipramine. Dans les IRSNA, celui qu'on ne prescrit pas assez, mais qui est probablement le plus, j'y reviens, noradrénergique, qui est milnacipran, et puis l'imipramine. La venlafaxine à forte dose, c'est des héros de 150 et même de 225. La myocérine, la nortreptiline et la maprotiline. La maprotiline, le ludiomyl, qui est une molécule très noradrénergique et en même temps sédative. J'y viendrai sur ces oppositions. Pourquoi il faut connaître cet axe et ce type de caractéristiques? Eh bien parce que si vous voulez associer des molécules, eh bien il est logique d'associer par exemple le citalopram à la maprotinine, mais il serait illogique d'associer la duloxétine à la clomipramine, puisque nous serions dans une situation de redondance du point de vue des effets sur les neurotransmetteurs. Alors ça se superpose assez bien en fait avec l'effet psychocomportemental, avec, on l'a dit tout à l'heure, la fluoxétine et la sertraline qui sont plus stimulantes que le citalopram ou la paroxétine. La paroxétine étant probablement de nos SSRI, ISRS, la plus anxiolytique. Et puis parmi les tricycliques, l'imipramine qui est assez stimulante, la comipramine qui est assez entre les deux, et puis la mitriptyline qui est l'une de celles, j'y reviendrai, les plus anxiolytiques, notamment du fait de ses effets anticholinergiques. Ça veut dire qu'en plus de connaître les effets sur la neurotransmission, il faut connaître le phénotype comportementale des molécules. Et c'est ce type de représentation qu'on utilise parfois, que moi j'aime bien. Évidemment, je ne vais pas mettre toutes les molécules de notre pharmacopée suivant ces étoiles. Et vous voyez typiquement que la fluoxétine, je l'ai dit tout à l'heure, est assez forte dans le champ psychostimulant par rapport à la venlafaxine, et que la trimipramine, autre tricyclique que l'on oublie, une drôle de molécule qui a aussi des effets quasi neuroleptiques, et qui est probablement le tricyclique le plus sédatif, est une molécule donc très sédative. Donc il faut connaître les effets sur la neurotransmission, les effets psychocomportementaux, et comme on l'a vu, ça peut se recouper. Ça peut se recouper, mais parfois non. Et parfois même, c'est contradictoire. Typiquement, prenant la myansérine, qui est une molécule noradrénergique, qui a son effet sur les récepteurs alpha-2, et la myansérine, eh bien, bien que noradrénergique, est une molécule qui est sédative et même hypnotique, avec des propriétés d'ailleurs intéressantes comme hypnotique, puisqu'elle est censée respecter davantage l'architecture du sommeil que les hypnotiques trop largement prescrits.
Alors, les grands principes dans la dépression résistante, à partir de cette réflexion sur la neurotransmission, c'est avant tout de penser au-delà de la sérotonine. En fait, une bonne partie des patients résistants sont des patients nécessitant autre chose que de la sérotonine et auxquels on resserre toujours le même plat à base de sérotonine. Un ISRS, puis un autre ISRS, puis un IRSNA, fait éventuellement un peu plus, mais que souvent on va donner à dose ISRS, typiquement la venlafaxine en dessous de 150. Et donc on a donné de la sérotonine, et c'est un patient qui ne répond pas à une augmentation de la transmission sérotoninergique, ou bien dont le système sérotoninergique ne répond pas bien à notre intervention sur l'inhibition de la recapture de la sérotonine. Et puis, il faut identifier le phénotype comportemental. Alors, David Gourion, dans le 2e épisode, va vous parler finement de cette question du phénotype comportemental. Là, je l'ai résumé à anxieux versus aboulique, une simplification, bien sûr, de la typologie dans la dépression, mais qui est déjà assez pertinente et dont on voit bien qu'elle amène à des molécules différentes selon le profil plutôt anxieux ou aboulique. Et puis, cette règle générale que tout étudiant en médecine a appris, quand on associe deux traitements, il ne faut pas qu'ils soient redondants, il faut que ces molécules soient complémentaires du fait de mécanismes d'action différents et même idéalement synergiques du point de vue de leur effet moléculaire. Alors, c'est quoi les combos historiques dont David vous parlera pour obtenir un effet triaminergique? Eh bien, vous connaissez le grand classique ISRS ou IRSNA plus l'amiancérine ou la mirtazapine. C'est ce qu'on a appelé, quand on utilise par exemple la venlafaxine à forte dose plus la mirtazapine, la bombe hawaïenne ou la roquette californienne chez Stahl. Donc, c'est un combo triaminergique qui est efficace dans la dépression résistante. C'est la donne des antipsychotiques à faible dose. Alors, ça, aux États-Unis, c'est extrêmement prescrit. En Europe aussi, en Allemagne, en Autriche, c'est extrêmement prescrit. Curieusement, assez peu en France, alors qu'évidemment, cette combinaison d'un antidépresseur, quel qu'il soit, plus une faible dose d'antipsychotique atypique, est tout à fait bénéfique et permet de gagner un effet très aminergique, notamment du fait du mécanisme antagoniste 5-HT2A, voire 2C, des antipsychotiques atypiques. La donne lithium, David Gourion va vous en parler. C'est intéressant parce que ça donne un effet triaminergique, ça donne un effet booster, c'est-à-dire ça accélère l'onset, la survenue de l'effet antidépresseur, et puis en plus ça a un effet évidemment antisuicidaire, anti-impulsif, et puis dans les grandes stratégies, la donne des hormones thyroïdiennes, dont là aussi David Gourion vous parlera. Dans tout ça, il faut aussi tenir compte des effets secondaires. C'est essentiel. De toute façon, sinon nos patients arrêtent les traitements. Grand classique, la prise de poids, l'effet métabolique des antidépresseurs, qui est moins important que celui des antipsychotiques, mais qui existe bien. Bien, c'est quoi les grandes règles? Chez nos patients qui ont un potentiel métabolique, éviter certaines molécules qui ont un profil métabolique de moins bonne tolérance, la mirtazapine, la myostatrine ou la donne des antipsychotiques atypiques, les APA. Et puis privilégier plutôt des molécules comme la fluoxétine ou la vortioxétine qui ont un meilleur profil de tolérance métabolique. L'effet limo, qu'on appelle parfois l'effet édredon, cette abrasion des émotions, y compris des émotions positives, cette impression de voir le monde à travers des vitres blindées ou depuis son édredon, comme si tout était amorti, ce qui est désagréable pour les patients. Ils sont soulagés du point de vue des émotions négatives, mais ils ont perdu le sel de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut penser éventuellement à arrêter le traitement, parce qu'on est au moment où on peut arrêter ce traitement. Deuxièmement, il faut penser à ajouter de faibles doses d'antipsychotiques atypiques et surtout de l'aripiprazole. Et puis, troisièmement, il y a l'utilisation hors AMM de molécules noradrénergiques ou dopaminergiques, typiquement le pramipexole, le cifrol ou le bupropion, qui, vous le savez, est très prescrit aux États-Unis et qui ne fait pas partie de nos antidépresseurs, mais qui néanmoins peut être prescrit hors AMM.
Et puis les effets secondaires sexuels, on dit toujours des psychiatres que ce sont des obsédés. La réalité, c'est qu'ils ne posent pas la question et que les effets secondaires des antidépresseurs, c'est une vraie question sur la sexualité. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter là aussi de faibles doses d'aripiprazole. On peut rajouter de la buspirone, le Buspar, qui est un agoniste 5-HT1A qui va augmenter la désensibilisation des autorécepteurs et puis avoir un effet indirectement prodopaminergique. C'est efficace notamment dans l'anorgasmie, effet secondaire des ISRS chez la femme. Même chose hors AMM, les molécules noradrénergiques et dopaminergiques, et puis privilégier des molécules de meilleure tolérance de ce point de vue, que sont la vortioxétine ou la gomélatine. Les autres neurotransmissions, très rapidement, histamine, c'est les effets sédatifs de la myrcéline, de la mirtazapine. Transmission cholinergique, j'en ai parlé. Mon maître Henri Lot m'a appris que plus un antidépresseur est anticholinergique, plus il est anxiolytique. C'est vrai pour les tricycliques. C'est aussi assez vrai pour les autres molécules. Un exemple que j'ai donné, celui de la paroxétine. La transmission opioïde, donner des opioïdes à nos patients pour traiter la douleur morale, celle qui colore la tristesse, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis la piste d'effets de molécules antagonistes, non pas des récepteurs mu, mais kappa, la buprénorphine, et puis des molécules en développement comme la ticapran. Le GABA, c'est surtout une cause de résistance. Première cause de résistance, nos molécules benzodiazépine, le patient ne prenant que la benzodiazépine et pas d'antidépresseur, vraie problématique de prescription en France. Deuxième cause de résistance, évidemment, l'addiction à l'alcool, la consommation d'alcool, qui évidemment est d'autant plus probable que le patient est déprimé, mais qui est aussi une cause évidente de résistance. Et puis le glutamate, on n'a jamais su faire, ou pendant longtemps on n'a pas su faire, parce que soit on n'arrive pas à l'activer, soit on l'active trop et du coup c'est excitotoxique, mais est arrivée une révolution, celle de la kétamine et de ses effets antidépresseurs spectaculaires et celle de ses successeurs, notamment la S-kétamine, le Spravato par voie intranasale et puis d'autres molécules, modulateurs allostériques, NMDA, qui vont nous arriver. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était évidemment très bref. Et l'idée, c'est que vous ayez en tête des grandes perspectives sur la neurotransmission et sur cette combinaison d'informations différentes. Je redis, les effets evidence-based medicine, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les effets neurobiologiques et les effets psychocomportementaux, en sachant que dans un monde idéal, les trois correspondraient, mais ça n'est pas le cas. C'est plus complexe que ça. Et donc, il nous faut apprendre ces trois niveaux, et j'ai essayé de vous transmettre quelques grands principes de psychopharmacologie pour guider la prescription des antidépresseurs dans la dépression résistante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, il y a des questions sur le chat. Donc, on va faire vite, parce qu'après, il faut qu'on donne la parole à Anne-Cécile. Une question, c'est est-ce que certains symptômes dépressifs vous font-ils choisir une molécule non IRSS en première intention chez un malade? En première intention, donc non en IRSS. Oui. Le problème, c'est que je voudrais pas spoiler l'épisode de David Gourion, parce que ça, c'est typiquement le sujet de David Gourion qui va vous montrer que selon le phénotype dépressif, on peut choisir telle ou telle molécule, y compris donc recourir à des molécules qui ne sont pas forcément les ISRS en première réponse. Mais déjà, ce que je peux dire de ma présentation, c'est que vous avez bien vu que un ISRS n'est pas un autre ISRS, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des propriétés très différentes d'une molécule à l'autre. Et que par définition, ça va vous permettre d'adapter le choix de cet ISRS ou une autre molécule en fonction du phénotype dépressif. On a vu la fluoxétine ou la sertraline sont plus stimulantes et ça s'explique par des effets indirectement noradrénergiques et dopaminergiques. On aurait pu parler de la vortioxétine dans les molécules à base d'ISRS mais qui finalement a un effet triaminergique. Donc bref, on pourrait dire beaucoup de choses à partir du moment où on considère l'effet neurobiologique principal de chaque molécule et en parallèle l'effet psychocomportemental de chaque molécule. Dernière question brève. Quels sont les liens entre sérotonine, impulsivité et suicide? Parce que c'est vrai que la sérotonine, diminution de sérotonine entraîne une baisse d'impulsivité, mais des fois, on avait une augmentation des tentatives de suicide sous les IRSS. Alors qu'en est-il? Oui, alors sur la première partie de ta réponse, très bonne caractérisation de l'implication du système sérotoninergique dans l'impulsivité. Donc ça, le niveau de preuve génétique, biologique,
pharmacologique, il est vraiment bon. Une carence sérotoninergique est associée à une majoration de l'impulsivité. Et nos traitements majorant secondairement la transmission sérotoninergique ont plutôt un effet anti-impulsif. Cela étant, tu mentionnes une période qui est une période un peu critique qu'on a appelée à un moment levée d'inhibition. Qui est cette période initiale du traitement pendant laquelle le risque suicidaire, l'impulsivité serait majoré. Alors le problème avec cette période, c'est que on a été jusqu'à dire qu'elle n'existait pas pour éviter de se retrouver dans la situation la plus classique, c'est-à-dire de l'excès de prescription de benzodiazépine avec des patients qui se voient prescrire un antidépresseur, ISRS ou autre, une benzodiazépine et qui ne continuent que la benzodiazépine. Donc on a été jusqu'à dire que la levée d'inhibition n'existe pas. Je crois que tout clinicien a vu des levées d'inhibition et en gros cette mise sous tension initiale dans les premiers jours de traitement avant d'avoir les effets antidépresseurs à proprement parler. Et de fait, la régulation, on l'a vu, la désensibilisation des autorécepteurs 5-HT1 notamment, ça prend 2-3 semaines ou 3 à 6 semaines, et c'est bien le délai d'action des antidépresseurs. Donc réponse, sérotonine impliquée dans l'impulsivité, ça c'est bien certain, notamment autour du risque suicidaire. 2, quand on donne une molécule sérotoninergique, eh bien in fine, ça réduit cette impulsivité. 3, il y a quand même une période critique des premiers temps du traitement où il se pourrait qu'il y ait une majoration de l'impulsivité. Et il faut éviter les benzodiazépines qui rajoutent dans la sauce de prescription une cause de désinhibition. Merci, très bien. Désolé, on ne peut pas avoir plus de questions, mais encore une fois, on peut répondre à vos questions si vous les mettez en dehors de cet épisode et de ce temps du webinaire. Et donc maintenant, je vais passer sans tarder la parole à Anne-Cécile Petit qui va nous parler de la neuroinflammation et de l'utilité de ce concept dans la clinique. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette première session d'enthérapeutique sur la dépression résistante et je vais vous parler des liens entre inflammation et dépression résistante. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Alors, cette histoire d'inflammation et troubles dépressifs est ancienne, elle date de la fin des années 90, début des années 2000, où on a commencé à avoir un certain nombre de données sur ce domaine. Une des premières observations venait de ce qu'on appelle le sickness behavior, cet état motivationnel très particulier, on le connaît tous. C'est l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on est malade, qu'on a attrapé un virus tel que la grippe, où on va se sentir ralenti, avec moins d'envie de faire les choses, des troubles de concentration, une perte d'appétit. Et donc cet état a été étudié et on a pu le relier avec la présence d'un certain nombre de médiateurs pro-inflammatoires au niveau sanguin, que sont par exemple l'interleukine 1, l'interleukine 10 ou le TNF-alpha. Et donc, à la fin des années 90, début années 2000, on a eu aussi des données particulièrement frappantes qui venaient des patients qui souffraient de l'hépatite C et qui ont été traités par interféron alpha. Et chez ces patients, donc, lorsqu'on prenait des patients qui n'avaient aucun antécédent psychiatrique, on se rendait compte que lorsqu'on les traitait par interféron alpha, environ la moitié d'entre eux développaient un réel épisode dépressif majeur au bout de plusieurs semaines de traitement. Et donc, il a été fait un lien assez direct entre ces interférons et le développement de symptômes dépressifs particuliers. Alors, à l'heure actuelle, on a accumulé un certain nombre de données, on a des méta-analyses très récentes qui montrent que chez les patients qui souffrent de dépression, de façon générale, on a effectivement un déséquilibre dans la balance des médiateurs de l'inflammation, avec une élévation d'un certain nombre de marqueurs pro-inflammatoires. Le plus connu d'entre eux est la CRP, mais donc on a également l'IL6, l'IL10, le TNF-alpha. Alors, quelles sont les conséquences pour le traitement de nos patients ? On a vu dans certaines études que le fait qu'il y ait cette inflammation de bas grade, parce qu'on est sur des élévations faibles de la CRP, même si elles sont significatives, il y aurait une résistance au traitement plus importante. On voit que la CRP est significativement plus élevée dans le groupe de patients résistants au traitement par rapport au contrôle. Et ceci pourrait être expliqué par une moins bonne réponse aux antidépresseurs classiquement prescrits. Donc, on a différentes études. Ici, c'est une étude américaine qui compare des patients qui sont traités par ISRS, et c'est le groupe en vert, et les patients traités par une combinaison ISRS et bupropion.
Donc ça, c'est le bupropion n'a pas l'AMM pour la dépression en France, il s'agit du Ziban, mais il est très utilisé aux États-Unis. Et donc, on voit, lorsque l'on donne une monothérapie par ISRS, c'est au centre de l'image, que les patients sans inflammation de bas grade, en vert, répondent mieux au traitement, tandis que les patients qui ont une combinaison ISRS-bupropion, à droite sur le graphique, euh, répondent mieux à cette combinaison lorsqu'il y a cette inflammation de bas grade. C'est le groupe en bleu. Donc, dès que la CRP est supérieure à 1, il y a une meilleure réponse à cette combinaison-là. Une autre étude montre également que chez les patients avec une CRP supérieure à 1, il y a une meilleure réponse à la nortriptyline comparée à l'escitalopram, qui est donc classiquement donné en première intention. On voit donc que des molécules qui ont une valence noradrénergique plus forte, comme le bupropion ou la nortriptyline, permettent de mieux combattre les symptômes de dépression associés à une inflammation de bas grade. Cependant, dans les études qui ont essayé de montrer un intérêt de molécules réellement anti-inflammatoires dans le traitement de la dépression, soit en ajout, soit en monothérapie, les données n'ont pas été très convaincantes jusque-là et sont assez contradictoires. Alors on peut s'interroger sur la raison de cet échec relatif. Alors on a tous en tête que chez les patients qui ont un épisode dépressif majeur, les symptômes peuvent être très différents. C'est-à-dire qu'ici, on a deux tableaux, deux patients. À gauche, une patiente qui a plutôt un tableau anédonique avec un ralentissement, des difficultés cognitives. Et puis à droite, une patiente qui va être très triste, voire pouvoir être très anxieuse et agitée. Et on voit bien que ces tableaux cliniques sont très différents. On pourrait imaginer que certains tableaux sont liés à la présence d'une inflammation de bas grade, tandis que d'autres n'ont pas ce facteur dans la physiopathologie de leur état. Et on voit que il faut probablement mieux cerner le tableau clinique qui va correspondre à une inflammation de bas grade, qui est peut-être un tableau où l'anédonie est particulièrement marquée, où donc il va y avoir effectivement un dysfonctionnement du métabolisme des monoamines, mais aussi d'autres dysfonctionnements, et on voit, les données montrent que notamment le métabolisme du glutamate est très perturbé par l'inflammation, car voilà, il y a des mécanismes à l'œuvre dans le tissu cérébral qui ont été un peu mis de côté jusqu'à présent, mais qui sont vraiment au centre de la recherche à l'heure actuelle, où on voit que en fait, les cellules gliales, toutes les cellules autres que les neurones dans le tissu cérébral sont extrêmement importantes, et notamment des cellules qui sont les cellules immunitaires du tissu cérébral, que sont les cellules microgliales. Vous le voyez sur l'image à gauche. Ce sont des cellules qui sont disséminées au sein du tissu et qui vont répondre aux signaux inflammatoires au sein de ce tissu. Elles vont répondre en sécrétant un certain nombre de molécules qui vont pouvoir avoir un impact notamment sur la transmission glutamatergique. Et ainsi, il a été montré que les modulateurs de la transmission glutamatergique, comme la kétamine, pouvaient avoir un intérêt dans ce type de tableau. Ce que l'on voit, c'est que probablement, on n'a pas encore les bons biomarqueurs pour définir le groupe de patients qui répondraient bien à des molécules anti-inflammatoires. Donc, en conclusion, il y a effectivement des modifications des marqueurs de l'inflammation dans la dépression, de façon générale, avec une élévation de la CRP et d'autres molécules de l'inflammation, de façon faible mais significative. À l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation pour guider les traitements dans ces cas d'inflammation de bas grade. Cependant, il y a des études qui montrent que lorsque la CRP est élevée, il y a une moins bonne réponse aux ISRS. Probablement que nous avons besoin d'avoir d'autres biomarqueurs pour bien définir le groupe de patients qui répondraient à l'utilisation de molécules anti-inflammatoires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Super, merci beaucoup Anne-Cécile. Je prends les questions un peu dans le désordre. Je prends la dernière là, qui a été posée. Est-ce que finalement le glutamate est la clé de tous les systèmes microglies et différents neurones monoaminergiques? Alors, c'est une partie de la question qui me concerne, mais commence par répondre. Alors, c'est une vaste question, mais en fait, on voit surtout qu'il y a énormément de
d'échange entre les cellules qui ne sont pas neuronales dans le cerveau et les neurones, quels qu'ils soient. Donc, le glutamate et le système de transmission neuronale majoritaire au niveau du cerveau. Ça, mais de façon écrasante, la majorité des synapses sont glutamatergiques dans le cerveau. Donc, c'est un système extrêmement important qui pourrait être éventuellement en aval d'un certain nombre de systèmes, et notamment les systèmes monoaminergiques. Euh, mais à l'heure actuelle, on n'a pas encore de physiopathologie bien déterminée. On n'a pas une belle histoire à raconter où le glutamate serait au centre de tout. Voilà, on a encore à déterminer exactement les mécanismes physiopathologiques. Mais oui, le glutamate est particulièrement important, ne serait-ce qu'en termes de nombre de synapses dans le cerveau. Ouais. Moi, ce que je peux en dire aussi, hein, puisque je reprends sur la neurotransmission, c'est le neurotransmetteur excitateur. Donc, ça agit sur tous les autres systèmes, ça c'est certain. Et ce que j'ai dit, hein, dans ma présentation, c'est que pendant longtemps, on n'a pas su faire avec le glutamate, parce que soit on n'arrive pas à le stimuler, soit on le stimule trop, et quand on le stimule trop, c'est excitotoxique, c'est-à-dire que c'est même toxique pour les neurones. Donc, il faut trouver le bon équilibre, et l'idée, c'est d'avoir un effet glutamatergique raisonnable qui active l'ensemble des systèmes. Donc en fait, on est dans cette logique aujourd'hui de sortir du tout monoamine. J'ai dit sortir du tout sérotonine, mais même c'est sortir du tout monoamine, sérotonine, noradrénaline, dopamine, pour aller vers d'autres transmissions comme le glutamate, avec des molécules ayant des effets glutamatergiques qui activent en fait les autres systèmes, y compris donc même en dehors des neurones sur la glie, la microglie. Comme tu l'as montré. Il y a une question aussi qui nous est posée à tous les deux, je crois, qui est sur la persistance de troubles de la concentration chez nos patients après traitement antidépresseur. En gros, je comprends bien la question, le patient va mieux, mais il se plaint de troubles de la concentration. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être tu peux donner une première réponse sur les aspects inflammation, puis moi je compléterai sur les aspects monoamine. Alors, on peut se poser la question chez ce patient justement s'il y a des facteurs type inflammation qui sont présents, hein. Donc ça vaudrait par exemple le coup chez ce patient-là de doser une CRP ultrasensible si on ne l'avait pas fait jusque-là. Ça peut donner une piste en tout cas, parce que c'est vrai que les troubles de concentration vont bien dans le tableau d'inflammation de bas grade. Voilà, ensuite, bon, tout dépend comment a été pris en charge le patient. Si effectivement on n'a pas de valence noradrénergique dans le traitement qui lui a été proposé, ce serait un bon argument pour aller vers des molécules avec cette valence-là. Ok. Moi je complète, hein, c'est un peu ce que j'ai évoqué, c'est que quand on commence à parler concentration, on s'éloigne un peu de la sérotonine et on est plus du côté noradrénaline et dopamine. Donc, dans nos interventions, on va plus vers des molécules noradrénergiques et dopaminergiques. Donc, toi, ce que tu as montré, c'est que quand il y a une CRP ultrasensible très légèrement élevée, il vaut mieux aller vers ces molécules noradrénergiques, dopaminergiques. Mais en fait, en termes de phénotype clinique, là aussi, David Gourian y reviendra, ça nous oriente aussi vers ce type de molécules. En fait, on a des patients qui répondent bien à notre molécule sérotoninergique, la dépression va mieux, tous les affects négatifs sont réduits, donc la tristesse douloureuse notamment et l'angoisse sont réduits, mais le patient n'a pas retrouvé le sel de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir à une intervention plus noradrénergique ou dopaminergique, ce qui peut se faire soit en forme add-on, hein, c'est rajouter des molécules noradrénergiques ou dopaminergiques, soit sous forme de switch. En tout cas, il faut qu'on soit assez ambitieux parce qu'une tendance classique, c'est de se dire il est plus triste au point d'être suicidaire, donc ça va. Mais non, s'il peut pas reprendre son travail, s'il n'a pas le goût de la vie, s'il a des effets secondaires sexuels, c'est souvent assez corrélé. En fait, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, ce qui va se passer assez simplement, c'est que probablement le patient va arrêter son traitement. Donc il faut agir. Et là, il faut agir vers des systèmes de neurotransmission autres, notamment donc noradrénergiques et dopaminergiques. Il y a une question aussi sur l'utilisation des marqueurs de neuroinflammation. Dans tout ça, on est loin en fait de ce qui se passe dans le cerveau, hein. Le cerveau, il est censé être en communication avec tout le reste, mais il est ultra protégé en fait par la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est évident qu'on n'a que des marqueurs indirects de ce qui se passe dans le cerveau. Ce qui sera encore mieux, c'est d'avoir le LCR,
Mais le SR, c'est pas encore le cerveau, hein, c'est ce qui entoure le cerveau. Et puis ensuite, d'avoir même le cerveau. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que si la CRP-US ultrasensible augmente, bah, c'est bien la marque d'une inflammation. Ça a bien des effets dans le cerveau. Et il y a une expression que moi j'aime bien, je suis pas sûr que tu l'aies utilisée, Anne-Cécile, c'est celle de brain fog. Les patients qui ont de l'inflammation décrivent volontiers cet aspect de brouillard cérébral. Et je crois qu'on le voit chez beaucoup de nos patients déprimés, au-delà des patients inflammatoires, en fait, et on n'y fait pas assez attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment souligner que les fonctions exécutives, ça fait vraiment partie des symptômes de la dépression, enfin en tout cas des effets de la dépression qu'il faut évaluer pour la dépression et qu'il faut évaluer pour la réponse au traitement antidépresseur. Je crois que c'est vraiment important. Est-ce qu'on a mieux comme marqueur? Je ne sais pas ce que tu peux en dire, Anne-Cécile, toi, tu as travaillé sur des biomarqueurs beaucoup plus fins que ça, mais en pratique courante, on n'y est peut-être pas encore. Alors non, on n'y est pas encore. En pratique courante, la CRP reste un très bon, marqueur d'inflammation et pour rebondir, sur ce qui a été dit, il a été montré qu'il y avait une très bonne corrélation entre la CRP plasmatique et un certain nombre de marqueurs inflammatoires, notamment au niveau du liquide céphalorachidien, hem, que sont, différentes cytokines comme l'IL-6, comme l'IL-1, et donc la CRP ultrasensible et quand même un dosage que l'on peut faire relativement facilement, hein, même en ville. Et c'est un très bon marqueur en fait d'inflammation à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a des marqueurs beaucoup plus sophistiqués, mais aussi beaucoup plus difficiles d'accès, et même avec des techniques qui ne sont pas forcément très bien rodées en dehors des laboratoires de recherche. Voilà. Ouais. Donc la Alors, CRP, c'est très bien. il y a une question aussi sur les effets anti-inflammatoires des antidépresseurs, parce que finalement, là, on a parlé de l'adaptation du choix des antidépresseurs en fonction de l'existence d'une inflammation, mais enfin, il y a toute une littérature aussi sur les effets anti-inflammatoires des antidépresseurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors oui, il y a un certain nombre d'effets anti-inflammatoires qui ont été explorés dans nos molécules. On a des données relativement récentes sur le fait que les molécules comme la kétamine, l'eskétamine peuvent avoir des propriétés anti-inflammatoires en agissant directement sur les cellules gliales, hein, dont je vous parlais. Et certains antidépresseurs aussi beaucoup plus classiques ont des propriétés immunomodulatrices. Je pense notamment à la fluoxétine qui peut avoir un certain nombre de propriétés immunomodulatrices et même d'autres molécules qu'on utilise en psychiatrie qui ont ces propriétés-là. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu relancé par tout le contexte actuel du Covid. Oui, alors il y a cette question sur Covid, antidépresseurs, Covid long, antidépresseurs, il y a plein de choses à en dire. Je crois qu'on a déjà assez à faire avec la dépression, donc on va peut-être pas se lancer dans le sujet. Moi, je complète ta réponse en disant que bien sûr que les antidépresseurs ont des effets anti-inflammatoires et que ça a été caractérisé quasiment depuis le début des premiers antidépresseurs. Cela étant, je crois que ça gomme pas cette interrogation que tu as évoquée, que tu as soulignée, de choisir certains antidépresseurs plutôt que d'autres dans une situation d'inflammation de bas grade. Et en gros, ce que tu nous as montré, c'est que dans une inflammation de bas grade, il faut aller vers des molécules noradrénergiques et dopaminergiques. Et moi, ce que j'ai montré, c'est que cette transmission noradrénergique, dopaminergique, elle est impliquée dans l'énergisation du comportement, dans la motivation, c'est-à-dire ce qui est affecté, y compris au niveau cognitif, donc fonction exécutive, capacité de concentration et d'attention, dans la dépression. Donc, je crois que on n'en est pas encore à considérer que nos antidépresseurs vont gommer l'inflammation. On en est plus à adapter le choix de nos antidépresseurs en fonction de l'inflammation. Je crois que c'est ce qu'on peut dire de l'état actuel de nos connaissances. Ceci dit, je n'ai pas entendu parler d'autres systèmes, mais il y a toute la voie du tryptophane. Par exemple, tu as fait des dosages d'acide quinoline, mais tout ça, c'est vraiment pas de la pratique courante. Peut-être que demain, ça le sera. Et en tout cas, ça donnait un très bon facteur prédictif de réponse, comme tu l'as montré, à la kétamine, évidemment, qui doit être vrai aussi pour le Spravato, la eskétamine.
Alors, je regarde dans les questions que vous posez. Alors, on nous demande si on pourra avoir les diapos. Alors, très bonne question. Oui, on fera en sorte que vous ayez les diapositives. Et puis, de toute façon, je rappelle que cet épisode, vous pouvez le suivre en replay. Donc, c'est tout à fait possible d'aller le revoir. Et d'ailleurs, j'indique aussi, là, vous êtes un peu plus de 200. On peut toujours s'inscrire, en fait, à la série pendant tout le long de la série. Et donc, vous pouvez en parler autour de vous. Bien sûr, l'objectif est que vous ayez ce matériel à disposition. Moi, je reprends peut-être juste un point des quiz qui m'a intéressé, qui est celui sur le classement des effets antidépresseurs du moins noradrénergique au plus noradrénergique. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que vous êtes un tout petit peu plus de la moitié à donner le bon classement. Ce qui veut dire quand même que on les connaît pas très bien en fait ces effets. C'est-à-dire que si on demande à un psychiatre aujourd'hui s'il sait si cette molécule est plus ou moins noradrénergique, il le sait pas très bien et que ça a été un peu troublé par la différenciation ISRS, ISRNA ou IRSNA, j'ai toujours du mal à le dire en français, qui est pas hyper pertinente. Hein. Moi, je vous redis ce que je vous ai dit. La paroxétine, s'il avait été commercialisé un peu plus tard, à mon avis, elle aurait été commercialisée comme IRSNA. Et la venlafaxine, la venlafaxine, le plus souvent, c'est un simple ISRS parce que c'est pas utilisé aux doses noradrénergiques. Et donc, par exemple, un certain nombre d'entre vous ont classé la duloxétine en haut du tableau dans l'effet noradrénergique. Non, c'est une molécule très équilibrée, la duloxétine, et dès les premières doses, dès 60 mg, à la différence de la venlafaxine, il faut utiliser des fortes doses, mais c'est moins noradrénergique que le milnacipran, qui est rarement prescrit, qui est pourtant une molécule intéressante, et c'est clairement beaucoup moins noradrénergique que les molécules tricycliques noradrénergiques, mais vraiment très, très clairement. Donc, je pense que c'est important en fait qu'on fasse ce type de réunion pour mieux connaître les caractéristiques des molécules, selon qu'elles sont plus ou moins sérotoninergiques, noradrénergiques, dopaminergiques, et du coup que l'on puisse choisir correctement les antidépresseurs. Nous, notre rôle, c'était de vous transmettre cette connaissance de fond, mais évidemment, l'enjeu, c'est de prendre des décisions à partir de ces connaissances de fond. Et ces décisions à partir de ces connaissances de fond, c'est essentiellement les épisodes suivants, notamment l'épisode 2 de la série. Philippe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on rende l'antenne ? Non, j'ai pas de choses à rajouter. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu beaucoup de questions, on y a répondu. Le problème, c'est qu'on a débordé là, donc il faut peut-être qu'on dise à nos collègues de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite. Non, c'est ça peut-être Raphaël, tu veux conclure ? Oui, c'est ça. Écoute, tout à fait. Donc, cet épisode était de loin le plus ardu puisque c'était l'épisode connaissance fondamentale sur lequel les autres se construisent. Et donc, la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus pratique. Hein. Stéphane Mouchabak vous parlera de nos biais de raisonnement dans la perception de la clinique de la dépression et dans le choix des antidépresseurs, donc vraiment la mise en pratique, pas uniquement sur la base des connaissances fondamentales. David Gorion, il vous parlera du phénotype dépressif et du choix de l'antidépresseur en fonction du phénotype dépressif. Et il a choisi de faire une présentation ultra pratique, hein, puisque ça part de cas cliniques avec vraiment l'ordonnance pour que vous voyez bien comment raisonne le clinicien face à ces différents patients. Et puis, Pierre de Maricourt vous parlera des thérapeutiques d'avenir pour un bref aperçu de tout ce qui est en route vers nous en matière de traitement antidépresseur. Voilà, je crois qu'on va arrêter là. C'était donc le premier épisode de la première saison de la série en thérapeutique. Merci d'avoir été nombreux présents. Vous pouvez revoir cet épisode en replay. On fera en sorte que vous puissiez télécharger nos diapositives. Et puis, soyez nombreux pour le deuxième épisode et parlez-en autour de vous parce que c'est une aventure qui débute. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.